dimanche dernier, nous avions annoncé qu'aujourd'hui, nous allons parler du Conseil permanent, notamment en ses attributions comme organe de contrôle financier du Conseil du Grand Orient d'Haïti de 1824. Merci, Vénérable Maître. Mais bien avant, et je vais souligner à votre attention et à l'attention de tous ceux qui nous écoutent, à l'attention de tous ceux qui sont concernés par le convent national ordinaire de janvier 2026, qui aura à se tenir du jeudi au dimanche, les 22, 23, 24 et 25, au Cap Haïtien. Nous n'avons pas les détails sur le lieu et sur... Officiellement, nous n'avons rien reçu en ce sens. Mais si vous l'avez, Vénérable Dimit, vous pouvez peut-être, s'il y a une correspondance, et en ce sens, on va le lire pour que tout le monde puisse se situer à travers le temps. Je crois avoir trouvé sur un groupe, et le décret du Sérénissime Grand Maître portant convocation du Convent national ordinaire de janvier 2026. Je vais encore donner lecture de ce décret. Le Sérénissime Grand Maître du Grand Orient d'Haïti de 1824, vu les articles 13, 15, 2, 19 et 30 de la Constitution du Grand Orient d'Haïti de 1824, vu les dispositions des articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 des règlements généraux du Grand Orient d'Haïti de 1824. Considérant la situation sociopolitique qui constitue un problème de sécurité majeur pour la tenue du Convent national ordinaire de janvier 2026 au siège officiel et constitutionnel du Grand Orient d'Haïti de 1824. Alors, je dois ajouter la respectable loge d'amitié des frères réunis numéro 1, Orient de Port-au-Prince. C'est important. Considérant les différentes consultations entre le Grand Secrétariat, les membres du Conseil exécutif, les délégués des districts maçonniques et les vénérables en exercice, considérant qu'il y a lieu de déplacer provisoirement le siège administratif du Grand Orient d'Haïti 1824 dans le district maçonnique du Nord, conformément aux dispositions de la Constitution et des règlements généraux visés. Il y a lieu de convoquer le Convent national en ses assises ordinaires sur le rapport du Grand Secrétaire du Grand Orient d'Haïti de 1824. Les loges régulières de l'obédience sont convoquées en Convent national ordinaire du jeudi 22 janvier au dimanche 25 janvier 2026. Les travaux administratifs du convent se tiendront à la respectable loge Les Enfants de la Patrie, numéro 84, à l'orient de Cartier-Morin, transformé en siège provisoire du Grand Orient d'Haïti 1824, et la cérémonie officielle d'installation du Sérénissime Grand Maître élu se tiendra à la respectable loge L'Aïeul du Rédempteur, numéro 73, à l'orient de Limonade. Article 3. Les travaux précédés de l'inscription des délégués et d'autres formalités administratives porteront sur les principaux points suivants. A. Ouverture des travaux. B. Propos de bienvenue du Sérénissime Grand Maître. C. Appel nominal des loges. D. Ouverture des travaux du Convent national ordinaire de janvier 2026 par le Sérénissime Grand Maître Malherbe Jacquet. E. Remise du Grand Maillet au doyen d'âge. F. Formation du bureau du convent.
G. Sortie des dignitaires du conseil exécutif. H. Travaux du convent. I. Élection du nouveau Sérénissime Grand Maître et les membres de son conseil. J. Propos de circonstances du Sérénissime Grand Maître élu. 4. Résolution. L. Remise du Grand Maillet au doyen d'âge. M. Remise du Grand Maillet au Sérénissime Grand Maître. N. Discours du Sérénissime Grand Maître. O. Fermeture des travaux du Convent national ordinaire de janvier 2026. Article 4. Le présent décret sort ses effets dès la date de sa signature et sera exécuté à la diligence du Grand Secrétariat. Donné de nom au siège officiel et constitutionnel du Grand Orient d'Haïti 1824 à l'Orient de Port-au-Prince ce 31 décembre 2025 par le Sérénissime Grand Maître Malherbe Jacquet pour visa légal Bernard H. Gousse, Grand Orateur, pour exécution Jacques Abraham, Grand Secrétaire. Alors là, c'est bien le décret de convocation du Convent national ordinaire de janvier 2026. Et alors, en ce sens, et nous de sources dignes de confiance, nous sommes au courant qu'il y a des districts, pas des moindres, qui sont encore indécis et par rapport à leur participation au convent, parce que justement, et la logistique qui était prévue pour qu'ils puissent atteindre le cap haïtien à temps, il semble que jusque-là, rien n'est encore sûr en ce sens. Donc, nous devons souligner ce fait. Pourquoi? Parce que pour que ces loges-là puissent, elles aussi, participer et valablement au Convent national ordinaire de janvier 2026. Vénérable Didier, je ne sais pas si vous En avez... effet, Sérénissime Grand Maître, c'est un point très important que vous venez de soulever. Jusqu'à date, on n'a pas encore eu de confirmation concernant la remise des billets aux vénérables maîtres pour leur participation au convent. Jusqu'à présent, aucun vénérable ne nous a informé de ce qu'ils ont reçu leur billet pour leur voyage au Cap Haïtien pour leur participation au convent. Et je pense que c'est une information importante. Et s'il y a des réactions en ce sens, nous sommes là, nous sommes disposés, nous les recevrons pour les partager. Et aussi avec l'ensemble des frères, pour les partager avec l'ensemble des frères de l'obédience, pour qu'ils puissent savoir comment que ça va se passer et comment on va pouvoir réunir le maximum de loges régulières possibles. Ce sera aussi pour l'éclat et pour la réussite et du Convent national ordinaire de janvier 2026. Et comme vous le savez, Sérénissime Grand Maître, pour que le convent puisse travailler valablement, il faut qu'il y ait la majorité absolue des loges de l'obédience à participer au convent. Alors, parlant de majorité absolue, nous n'avons aucune information relative au nombre de loges régulières pour le moment. Mais cependant, nous allons dire, quand on parle de majorité absolue, je veux que les nouveaux vénérables et les délégués puissent avoir la majorité absolue, c'est la moitié plus un. C'est ça. Donc, cela veut dire que s'il y a 50 loges régulières, pour que le convent puisse se réaliser, se tenir, il faudrait qu'il y ait 26 loges présentes. Alors, je dois ajouter pour vous, Grand Maître Jean-Marie et Vénérable Maître Thomas, que sur papier,
le conseil exécutif indique qu'il y a 53 loges dans l'obédience. Mais dans la pratique, nous savons que ce chiffre ne colle pas avec la réalité. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a la loge de Mirebalais. Donc, Grand Orient n'a aucun contrôle sur cette loge. Pourtant, cette loge est inscrite sur la liste. Ensuite, nous savons qu'il y a plusieurs loges qui ont été mises en sommeil. Donc, là encore, c'est une façon pour vous dire que le chiffre 53 ne dit rien en pratique. Donc, je suis d'accord avec vous, on n'a aucune précision sur la quantité de loges régulières qui doivent participer valablement au convent national ordinaire de janvier 2026. D'autant plus, je dois préciser pour vous également et pour les auditeurs, notamment les frères. Dans une précédente note datée du 1er décembre 2025, c'est une note, alors une planche signée par le grand secrétaire Jacques Abraham à l'attention des membres de l'obédience. Donc, dans cette planche close, le grand secrétaire avait pris le soin d'indiquer aux concernés que le conseil exécutif est en train d'analyser des opportunités dans le but d'accompagner les différents délégués donc pour ce convent. Et je dois confirmer pour vous également que plusieurs vénérables ont confirmé pour moi que jusqu'à date, ils n'ont aucune idée sur la logistique disponible pour se rendre au Cap-Haïtien. Voilà la situation. Ça, nous pouvons le confirmer. Merci. Alors, nous sommes à quelques jours de la tenue du convent. Donc, je pense que le temps presse. Il faudrait que le nécessaire soit fait pour que les vénérables maîtres puissent participer valablement aux assises qui auront lieu du 21 au 25 janvier, c'est ça? Oui, du 22. Du 22 au 26 janvier. 22 au 26 janvier 2026. Alors, je vais faire aussi un rappel important. Et sur l'article 33 des règlements généraux. Vous savez aussi que parfois, et en plusieurs occasions, il y a les vénérables d'exercice ne pouvant pas se déplacer, ou bien ne pouvant pas être présents, donnent mandat pour représenter la loge. Okay. Maintenant, l'article 33 est clair. Nous allons prendre les articles 32 et 33. La délégation d'une loge au convent est présidée par le vénérable en exercice ou, à défaut, par un ancien vénérable de cet atelier, ayant reçu décharge de sa gestion, ou par tout autre officier en exercice du Conseil des Lumières. OK. Article 33. Pour être membre d'une délégation d'un atelier symbolique au convent national ordinaire ou extraordinaire, les conditions suivantes sont exigées. Être vénérable en exercice ou un ancien vénérable de l'atelier, ayant reçu des charges de sa gestion, ou être un officier en exercice. Petit b. Être détenteur de sa carte d'identité et de sa carte de régularité à jour. Petit c. Être mandaté par le vénérable en exercice. La délégation d'un atelier, en aucun cas, ne peut excéder 3 membres. Le délégué au convent
ne représente qu'un seul atelier. C'est très important. Il faut que les délégués soient au courant, ceux qui auront à prendre des décisions importantes sur l'avenir de l'ordre. Il faut qu'ils soient au courant. Alors là, nous rentrons en plein dans le thème qui a été choisi. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler du Conseil permanent. S'agissant des attributions du Conseil permanent, nous allons nous référer d'abord à l'article 15 de la Constitution du Grand Orient d'Haïti de 1824. Constitution qui a été amendée. L'article 15. Et ensuite, au niveau des règlements généraux, nous allons nous référer aux articles 41, 42. Les articles 41 à 58. à 58. Donc, et vénérable Didier, vénérable Dimit. Alors, Sérénissime Grand Maître, il faut préciser que le convent est un organe du Grand Orient d'Haïti de 1824. C'est l'un des organes qui composent le Grand Orient d'Haïti. Comme il est dit dans la Constitution, le Grand Orient d'Haïti, en son article 15, le Grand Orient d'Haïti de 1824 est constitué des organes suivants: un conseil exécutif, organe administratif, un convent ou congrès maçonnique, organe législatif, un conseil permanent ou chambre des délégués permanents des loges, organe de contrôle financier, une grande chambre symbolique ou organe consultatif et juridique. Ce sont là les organes qui constituent le Grand Orient d'Haïti de 1824, et nous voyons bien que le Conseil permanent est l'un de ces organes. Nous sommes maintenant au niveau des règlements généraux. Nous devrions d'abord savoir comment est constitué le Conseil permanent. Et l'article 41 des règlements généraux nous dit ceci. Le Conseil permanent, organe du Grand Orient d'Haïti de 1824, est formé des représentants de 9 ateliers désignés au cours du Convent national ordinaire. Chacun des ateliers retenus par le Convent national ordinaire pour former le Conseil permanent notifiera le Grand Secrétariat dans les 8 jours suivant la fête de l'ordre du choix de son représentant. Les membres du Conseil permanent doivent être âgés de 35 ans au moins. Ils doivent posséder le grade de maître maçon depuis 7 ans au moins et remplir les conditions prévues aux alinéas 1, 2, 3, 5, 6, 7 de l'article 9 des présents règlements généraux. Est-ce qu'on peut se référer aux alinéas 1, 2, 3, 5, 6, 7 de l'article 9 des règlements généraux? Certainement. L'article 9 dit que... Vous dites l'article 9. Il donne les conditions d'éligibilité pour être membre du conseil exécutif. Là j'ai l'impression que... Alors, les membres du conseil permanent doivent remplir les mêmes conditions que pour les autres membres du conseil exécutif, c'est-à-dire être âgé de 35 ans au moins, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, être membre régulier d'un atelier symbolique de l'obédience, avoir été vénérable de loge régulière et avoir reçu décharge de sa gestion pour toutes les fonctions occupées dans l'ordre. Non, ça c'est l'alinéa 4 qui ne fait pas partie des... Oui. Ouais. C'est 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 7. 5, 6 et 7. N'avoir jamais encouru de peine afflictive ou infamante prononcée par un tribunal profane. N'avoir jamais encouru de condamnation pour délit maçonnique prononcée régulièrement
par les tribunaux maçonniques compétents et être de moralité éprouvée, de bonne culture et posséder des connaissances très étendues. C'est ça. Nous nous arrêtons là. Donc là, nous pouvons automatiquement passer à l'article 42 qui nous dit ceci. L'installation des membres du conseil permanent se fait au cours de la tenue de la première réunion trimestrielle de la Grande Chambre symbolique par le président du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824. Nous nous arrêtons là un moment. Là, il y a un questionnement. Je ne sais pas si vous voyez ce questionnement. Est-ce qu'il y a eu de réunion trimestrielle de la Grande Chambre symbolique? Non, depuis 2023. Janvier 2023, non. Donc, il faut se rappeler que depuis le Convent national ordinaire de janvier 2023, il y a plusieurs organes du Grand Orient qui sont, à mon avis, inopérants. Et c'est le cas pour le Conseil permanent. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de faire ces commentaires. L'existence du Conseil permanent est garantie par l'article 15, alinéa 3 de la Constitution du Grand Orient d'Haïti de 1836. De 1824. De 1824, merci. Ensuite, à l'article 22 de la dite Constitution, le Conseil permanent est désigné comme un organe de contrôle financier. Donc, généralement, on parle de Conseil permanent ou Chambre des délégués permanents des loges régulières. Donc, il a pour mission essentielle la surveillance de la gestion financière du Grand Orient, le contrôle de l'utilisation des ressources, la vérification de la conformité des dépenses aux décisions du Convent national, bien entendu. Donc, le Conseil permanent a une importance institutionnelle et fondamentale pour l'obédience. Donc, l'existence de cet organe traduit une volonté constitutionnelle claire. Donc, il permet de prévenir les abus administratifs, notamment d'ordre économique et financier, garantir la transparence au sein de l'obédience, protéger le patrimoine moral, éthique et matériel de l'obédience. Pas seulement du Grand Orient d'Haïti de 1824 à travers ses organes, mais cela prend également en compte les différentes loges de l'obédience. Maintenant, l'absence, l'ineffectivité ou la margination du Conseil permanent au sein de l'obédience constituerait une atteinte grave à l'équilibre institutionnel. Donc voilà, on essaie de poser le contexte pour faire cette analyse qui est cruciale pour l'avenir du Grand Orient d'Haïti de 1824. Donc, comme vous l'avez si bien souligné, Vénérable Démite, vous avez d'emblée rentré dans les attributions du Conseil permanent, mais cela ne nous empêche pas de lire les articles des règlements généraux traitant de ces attributions. Alors, nous avons bien dit que l'installation des membres du Conseil permanent se fait au cours de la tenue de la première réunion trimestrielle de la Grande Chambre symbolique par le président du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824.
En l'occurrence, c'est le président du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti 124, c'est le grand maître. Le grand maître en exercice. Immédiatement après son installation, le conseil permanent forme son bureau. C'est très important. Immédiatement après son installation, le conseil permanent forme son bureau avec un président, un vice-président et un secrétaire. Maintenant, parlons des attributions. L'article 43 nous dit ceci. Le conseil permanent donne son accord au grand maître sur le choix d'un vénérable délégué devant gérer les intérêts d'une loge dans les cas d'annulation ou de non-lieu des élections ou dans toute autre circonstance. L'article 44. 2 membres du conseil permanent font partie de la commission de 5 membres désignés par le conseil exécutif pour vérifier la régularité des délégués des ateliers au convent national ordinaire ou extraordinaire suivant le prescrit de l'article 35 des présents règlements généraux. Que dit l'article 35? L'article 35 nous dit les compétences du convent national sont législatives et judiciaires. Sur le plan législatif, il lui revient le droit d'adopter ou de modifier la Constitution ou les règlements généraux du Grand Orient d'Haïti de 1824. Dans le cadre de ses attributions judiciaires, le convent s'érige en chambre suprême de justice pour connaître en dernier ressort des infractions commises par les membres du conseil exécutif, du conseil permanent et de la grande chambre symbolique. Le convent prend en outre toutes les décisions sur tous les points inscrits à l'ordre du jour des travaux. Donc, puisque l'article, nous venons de lire, nous avions lu quel article? Nous avons lu l'article 44. OK, l'article 44. Maintenant qu'il nous avait fait référence à l'article 35 des présents règlements. Maintenant, passons à l'article 45. Le conseil permanent, en cas de faute ou délit maçonnique grave relevé à la charge du grand maître et de ses adjoints, ainsi que des autres membres du conseil exécutif, peut les mettre en prévention et les traduire par devant le conseil de discipline de la grande chambre symbolique qui sera convoqué à l'extraordinaire. Cette décision doit être prise à la majorité des 2/3 de ses membres. Nous ferons les commentaires après. Article 46. 7 membres du conseil permanent peuvent, dans les cas urgents, et si la situation le réclame, demander au grand secrétaire, qui ne saurait refuser, la convocation d'un convent extraordinaire. L'article 47, le conseil permanent juge en dernier ressort les conflits d'ordre administratifs et financiers survenus au niveau des ateliers symboliques. Il juge en premier ressort des conflits d'ordre administratif survenus au sein du conseil exécutif. L'article 48. En cas de démission de plusieurs membres du conseil exécutif, autres que le grand maître et ses adjoints, le conseil permanent choisit leur remplaçant sur une liste de noms à lui présentée par le grand maître. En cas de démission du conseil exécutif ou du grand maître et de ses adjoints, le conseil permanent assure l'intérim et convoque un convent extraordinaire dans un délai de 30 jours à partir de la date de démission pour élire un nouveau conseil exécutif.
nous sommes édifiés sur les attributions. Si vous avez des commentaires en ce sens, c'est bien le moment de produire ces commentaires pour l'édification des auditrices, des auditeurs, pour l'édification des délégués, des vénérables qui auront à s'assurer et de la bonne gestion et aussi de l'avenir de notre ordre à travers ce convent qui aura à procéder aux élections d'un nouveau grand maître. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de choix des 9 loges. Il n'y a pas eu de désignation par ces loges du membre ou du frère qui devra le représenter. Il n'y a pas eu non plus de réunion de la grande chambre symbolique pour que ces membres-là soient installés. Donc, nous ne faisons pas de commentaires, nous ne produisons pas de jugement, mais cependant, nous sommes là pour dire exactement ce que dit la Constitution et les règlements généraux et comment les choses doivent se faire, tout simplement. Certainement, Gomet Jean-Marie. Là, il faut souligner 2 manquements concernant le Conseil permanent actuellement en place. D'abord, il y a le choix. Donc, le choix n'est pas légitime car la désignation des loges constituant le Conseil permanent, c'est une attribution légale du Convent national ordinaire ou extraordinaire. Donc là, on peut facilement comprendre que l'actuel grand maître était obligé de reconduire les membres du Conseil permanent antérieurement désignés par le Convent national ordinaire de janvier 2023. Maintenant, l'autre manquement, c'est que malgré la décision du grand maître de reconduire ses membres du Conseil permanent, cependant, le Conseil permanent n'a pas été installé. Donc voilà la situation que nous sommes en train de vivre au niveau de l'obédience par rapport aux différents organes constituant le Grand Orient d'Haïti de 1824. C'est vrai, on a le Conseil exécutif qui est en place. Bien que les autres membres de ce conseil pourraient faire face quand même à cette question de légitimité, parce que les autres membres n'ont pas été désignés, choisis, élus par aucun convent. Donc, parallèlement à ce fait, il y a la grande chambre symbolique, il y a le Conseil permanent. Parmi les 4 organes du Grand Orient, donc, nous avons 2 d'entre eux qui sont pratiquement inopérants au regard de la Constitution et des règlements généraux du Grand Orient d'Haïti de 1824. Voilà. Justement, merci Vénérable Dimit et pour cette précision. Nous sommes toujours face à notre devoir. Notre devoir ce matin, c'est d'informer.
Nous allons continuer. Mais maintenant, nous allons parler du fonctionnement et du Conseil permanent. Nous sommes présentement à l'article 49. Le Conseil permanent tient des séances ordinaires mensuelles et des séances extraordinaires. Le Conseil permanent peut être convoqué à l'extraordinaire par le Conseil exécutif pour connaître des questions urgentes. Pour travailler valablement, le Conseil permanent doit réunir la majorité absolue de ses membres. Article 50. Les travaux du Conseil permanent se font à huis clos, excepté en matière judiciaire. Le grand secrétaire et le grand trésorier peuvent, sur invitation expresse du Conseil permanent, y être admis aux fins de fournir des renseignements le cas échéant. Article 51. Après 3 absences consécutives non motivées d'un représentant aux réunions mensuelles ordinaires, le Conseil permanent, via le grand secrétaire, notifie l'atelier de l'absence de son représentant et lui demande de pourvoir à son remplacement à brève échéance. L'atelier communiquera au grand secrétaire le nom du nouveau représentant qui prêtera le serment d'usage au jour et à l'heure fixés par le Conseil exécutif. L'article 52. Le Conseil permanent tire de son sein une commission de 5 membres, dite Commission de contrôle des finances. Cette dernière élit un président, un vice-président, un secrétaire et 2 autres membres. Le Conseil permanent en donne notification au grand secrétariat à toutes fins utiles. Article 53. Le président de la commission de contrôle des finances ou, à défaut, le vice-président, cote et paraphe, après examen et vérification, le registre de comptabilité tenu par le grand trésorier et contenant les recettes et les dépenses du Grand Orient d'Haïti de 1824. Article 54. Pour travailler valablement, la commission de contrôle des finances doit réunir les 3/5 de ses membres et ses décisions sont prises à la majorité absolue. Article 55. La commission de contrôle des finances vérifie obligatoirement tous les 3 mois la situation financière du Grand Orient d'Haïti 1824. Elle adresse au Convent national un rapport annuel sur la gestion financière du Conseil exécutif pour l'exercice écoulé, ainsi qu'une analyse du budget préparé par le grand trésorier. Article 56. À chaque vérification du livre comptable du Grand Orient d'Haïti 1824, le registre des recettes et dépenses est clos et arrêté par les membres de la commission de contrôle des finances qui adressent un rapport au Conseil permanent pour les suites nécessaires. Article 57. Dans tous les cas prévus de remplacement du grand trésorier, la commission de contrôle des finances procède à la vérification des comptes et à la remise des titres à son remplaçant. Procès-verbal de tout est dressé, clos et acheminé au Conseil permanent pour les suites nécessaires. Article 58. Les membres du Conseil permanent peuvent être traduits en justice. En premier ressort, par devant le Conseil de discipline de la Grande Chambre symbolique, et en dernier ressort, par le convent érigé
en Chambre suprême de justice. Voilà. Ce sont là les articles relatifs au fonctionnement du Conseil permanent. Ok, Sérénissime Gomet Jean-Marie, je vous ai écouté attentivement. Et ceci me porte à revenir en arrière sur les précisions que j'avais apportées précédemment en ce qui a trait à la non-légitimité de certains membres du Conseil exécutif du Grand Orient et du Conseil permanent. C'était juste pour vous faire voir combien il est crucial d'organiser le Convent national ordinaire de janvier 2026. Parce que toutes les décisions prises par l'actuel Gomet doivent être validées ou non par ce convent. Donc, c'est ce convent qui sera habilité à donner cette légitimité perdue, ok, par le Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824, hormis, bien entendu, le Grand Maître, okay, qui agissait dans le cadre de son second mandat de 3 ans. Donc, non seulement ce convent doit donner cette légitimité à ses organes, ensuite, ce sera l'opportunité d'apprécier la gestion globale de ce conseil exécutif. Voilà. Voilà la raison d'être de ces précisions. Merci, Vénérable Dimitri, pour ces précisions. Alors, suite à la lecture des articles des règlements généraux qui précisent les attributions et le fonctionnement du Conseil permanent, nous voyons que le Conseil permanent a un rôle très important à jouer dans la tenue du convent et il devra donner son avis sur le déroulement des travaux et des actions prises par le Conseil exécutif durant cette année. Alors, puisqu'il n'y a pas eu de convent pendant 3 ans, il devra donner son avis sur les 3 ans, les actions qui ont été prises durant les 3 années précédentes.